Mon mari et ma belle-mère m'ont enfermé dehors pendant que j'étais en travail. J'ai donc changé les serrures et gelé la banque. Bonjour, je m'appelle Harmonie, et il y a 3 semaines, alors que j'étais en plein travail, trempé, en proie aux contractions, terrifié, mon mari et ma belle-mère ont changé les serrures de notre maison et m'ont laissé sous la pluie. Ils m'ont regardé par la fenêtre comme si j'étais une étrangère, comme si ma place n'était pas là. Mais ce n'était pas le début. C'était juste le moment où tout a volé en éclats. Ils l'avaient planifié. Chaque geste, la serrure, le silence, la trahison, pour que quelqu'un d'autre puisse dormir dans mon lit pendant que je hurlais à l'aide. Vous pensez que c'est le pire? Ce n'était pas le cas. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé ensuite? La bruine tombait depuis la fin de l'après-midi. Le genre qui s'accroche à la peau et s'infiltre jusqu'aux os. De la fenêtre de mon salon, je pouvais voir les lampadaires projeter des halos d'un jaune pâle sur le pavé luisant. Cela aurait dû être paisible. La date prévue de mon accouchement n'était que dans 2 semaines, et la chambre de bébé à l'étage était prête. Des tons neutres, des textures douces, un espace dans lequel j'avais mis tout mon cœur. J'avais passé la majeure partie de la journée à la maison, à trier des échantillons de tissu pour un client, m'arrêtant de temps en temps pour jeter un œil à la balancelle pour bébé dans le coin. J'avais imaginé Dorian et moi, assis là le soir, regardant notre petit s'endormir. Cette image me permettait de tenir malgré la fatigue et les nuits agitées. Dorian était au travail, gérant le magasin de meubles haut de gamme du centre-ville, et Vera, sa mère, vivait juste de l'autre côté de la ville. Sa présence avait toujours été constante, trop constante. Elle avait une façon de s'immiscer dans des décisions qui n'étaient pas les siennes, comme si ma vie était un espace qu'elle pouvait réarranger à sa guise. Ce n'est pas que je n'avais pas essayé de m'entendre avec elle. J'avais souri à ses conseils de décoration non sollicités et à la manière dont elle redirigeait subtilement les conversations lors des dîners de famille, si bien que ma voix s'estompait pour devenir un bruit de fond. Je me disais qu'une fois le bébé arrivé, elle me verrait différemment, non plus seulement comme la femme qui lui avait pris son fils, mais comme la mère de son petit enfant. Peut-être qu'alors, nous serions du même côté. J'étais dans la cuisine en train de rincer une tasse quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Le parfum de Vera, vif et floral, m'a frappé avant même que je ne la voie. Elle est entrée comme si elle était chez elle, tenant un sac cadeau brillant couvert de rubans pastel. J'étais dans le quartier, a-t-elle dit, sa voix chantante comme s'il s'agissait d'une visite impromptue. J'ai pensé apporter quelque chose pour le bébé. Je me suis séché les mains sur un torchon, forçant un sourire. C'est gentil, Vera. Elle a posé le sac sur le comptoir et a attendu. J'ai retiré le papier de soie, révélant un ensemble de lits pour bébé. Rose vif, bord à volant, de petits chaussons de ballerine brodés sur le tissu l'exact opposé de l'espace calme et non genré que j'avais été en train de créer. Je me souviens que tu as dit que tu ne voulais pas connaître le sexe, a dit Vera, en observant mon visage. Mais une grand-mère c'est mieux que quiconque. Une fille devrait avoir quelque chose de féminin. J'ai passé mes doigts sur le ruban de satin, mon sourire se crispant. Il y a des mois, je lui avais mentionné plus d'une fois que je voulais éviter les clichés du rose et du bleu. Elle venait d'effacer cela. C'est très vif, ai-je dit prudemment. C'est joyeux, a-t-elle corrigé. Les bébés ont besoin de couleurs. Tu verras. Elle s'est assise à la table de la cuisine comme si elle s'installait pour un café, bien qu'elle n'ait pas été invitée à rester. J'ai replié le papier de soie dans le sac et l'ai mis de côté. Mon esprit a repassé les autres fois où elle avait su mieux que quiconque. Repeindre la chambre d'amis sans demander, s'inviter à mon rendez-vous chez le médecin parce que, les pères ne savent pas toujours quoi demander. Réorganiser le garde-manger pour que rien ne soit là où je l'avais laissé. Chaque petit acte avait érodé mon sentiment de contrôle dans ma propre maison. Pour le bien du bébé, je m'étais dit, préserve la paix. Ne commence pas des batailles que tu n'as pas à mener. 2 semaines plus tard, cette paix fragile n'était plus en vue. J'étais allé à Seattle pour une courte visite à ma sœur, Céline, en partie pour faire une pause de la surveillance constante de Vera. La maison de Céline était chaleureuse et embaumait l'odeur du poulet rôti quand je suis arrivé. Nous avons passé l'après-midi à nous raconter nos vies, échangeant des histoires autour d'un thé, laissant ces 2 garçons me montrer leurs derniers projets scolaires. C'est pendant le dîner, au milieu d'un rire à une des blagues de Céline, que ça m'a frappé, une douleur aiguë, une contraction à travers mon abdomen qui m'a fait poser ma fourchette. Ça va? La voix de Céline s'est faite plus basse, ses yeux scrutant mon visage. Je crois que c'était une contraction.
J'ai posé une main sur mon ventre, sentant la légère ondulation s'estomper. Nous avons chronométré la suivante. Elle est arrivée 12 minutes plus tard, puis 10. À la 3e, Céline suggérait déjà que nous allions à l'hôpital. Je devrais d'abord rentrer à la maison, lui ai-je dit. Dorian voudra être là. Nous pourrons y aller ensemble. Céline a hésité. Harmonie, si elle continue d'arriver. J'y arriverai, ai-je insisté. C'est un peu plus de 2 heures. Je veux qu'il participe à ça depuis le début. Je l'ai serré rapidement dans mes bras, promettant d'appeler de la route, et je me suis glissé derrière le volant. Le soleil avait complètement disparu, ne laissant que le reflet luisant des phares sur l'asphalte mouillé. La pluie s'est intensifiée alors que je m'engageais sur l'île 5, les essuie-glaces fonctionnant à un rythme effréné. On dirait que tu es prêt à nous rencontrer, ai-je murmuré à mon ventre. J'imaginais entrer dans la maison, les yeux de Dorian s'illuminant quand je dirais les mots, c'est l'heure. Peut-être même un rare sourire de Vera quand elle réaliserait qu'elle avait été incluse dans le moment. L'autoroute s'étendait devant moi, sombre et scintillante. De temps en temps, le signal de mon téléphone faiblissait. Rien d'inhabituel pour ce tronçon, mais cela me mettait mal à l'aise. J'ai chassé cette pensée, me concentrant sur le bourdonnement régulier des pneus et le doux mouvement du bébé sous ma main. Plus je me rapprochais de la maison, plus mon anticipation grandissait, apaisant les élancements de douleur. C'était ça, la nuit où notre famille changerait pour toujours. En tournant dans notre rue, j'ai aperçu la lueur chaude qui s'échappait de la fenêtre de notre salon. Un soulagement m'a envahi, mais alors que je ralentissais la voiture, mes yeux ont capté une ombre à la fenêtre, une silhouette immobile, qui observait, et quelque chose s'est serré fort dans ma poitrine. La pluie s'est intensifiée alors que je garais la voiture dans notre allée, les phares découpant un tunnel pâle dans l'obscurité. L'eau formait des flaques inégales sur le béton, éclaboussant sous mes pneus. Mon ventre s'est de nouveau contracté, une vague aiguë qui m'a fait retenir mon souffle et serrer plus fort le volant. Je me suis garé, laissant le moteur tourner un instant, espérant stabiliser ma respiration avant de sortir. À travers le voile de pluie sur le pare-brise, j'ai regardé vers la fenêtre du salon. La lueur à l'intérieur aurait dû être accueillante, mais au lieu de cela, elle semblait distante, inaccessible. Mes yeux se sont suffisamment adaptés pour distinguer 2 silhouettes assises sur le canapé. Dorian, adossé, une tasse de café à la main, et Vera à côté de lui. Aucun des deux n'a bougé. Aucun des deux n'a regardé vers la fenêtre comme s'il sentait ma présence. J'ai coupé le moteur et ouvert la portière. La pluie froide m'a frappé instantanément, trempant les épaules de mon manteau. Une main appuyée contre la voiture. Je me suis forcé à me redresser, ordonnant à mes jambes de bouger malgré la contraction dans mon abdomen. J'ai sorti mes clés de mon sac avec des doigts tremblants, imaginant déjà la chaleur qui me frapperait à l'ouverture de la porte. Le soulagement d'entrer, de dire à Dorian, c'est l'heure. J'ai glissé la clé dans la serrure et j'ai tourné. Elle n'a pas bougé. Au début, j'ai pensé que ma main avait peut-être glissé sur le métal humide. Alors, je l'ai retirée, j'ai essuyé ma paume contre mon manteau et j'ai réessayé. La clé entrait dans la fente, mais elle ne tournait pas. Mes sourcils se sont froncés pendant que je la secouais, que j'appuyais plus fort, que je tournais. Rien. Un frisson sans rapport avec la pluie m'a parcouru. Je me suis penché, plissant les yeux vers la serrure. Le métal semblait plus neuf, plus brillant que dans mon souvenir. J'ai frappé, mes articulations sonnant sourdement contre le bois massif. Dorian, ai-je appelé, élevant la voix par-dessus la pluie. C'est moi. Ouvre la porte. Mes contractions se rapprochent. À travers la vitre à côté de la porte, je l'ai vu lever la tête. Un instant, nos regards se sont croisés. Il n'avait pas l'air surpris de me voir. Il n'avait même pas l'air inquiet. Il a juste regardé, puis il a posé son café, mais pas pour se lever ou venir vers moi. Il s'est adossé, son expression illisible. Dorian, s'il te plaît, ai-je réessayé, frappant plus fort maintenant. Le bébé arrive. Laisse-moi entrer. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, mais il n'a pas bougé. La pluie détrempait mon manteau. Mes cheveux collaient à mes joues, plaqués par le vent. Une contraction a saisi le bas de mon dos, me forçant à appuyer une main sur le cadre de la porte pour me soutenir. C'est alors qu'un mouvement à la fenêtre a attiré mon attention. Vera s'est levée du canapé et s'est dirigée vers moi. Elle s'est arrêtée juste derrière la vitre, son visage encadré par le bord du rideau,
Sa bouche esquissait un sourire, non pas chaleureux, mais quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. Elle a levé sa paume et l'a posée contre la vitre, juste en face de la mienne. Tu as fait ton choix quand tu as manqué de respect à cette famille, a-t-elle dit lentement, sa voix passant par la fine fente du cadre de la fenêtre. Maintenant, vis avec les conséquences. J'ai cligné des yeux pour chasser la pluie de mes cils, l'incrédulité me figeant sur place. De quoi tu parles? Je n'ai pas. Vera, je suis en train d'accoucher. Je dois aller à l'hôpital. Son expression n'a pas changé. Une femme qui ne respecte pas la famille de son mari ne mérite pas d'être traitée comme une famille. Tu apprendras. Elle a tourné la tête vers Dorian. J'ai pu à peine distinguer qu'elle lui disait quelque chose, bien que les mots aient été étouffés. Le regard de Dorian a croisé le mien une fois de plus, juste brièvement, et il n'y avait aucune urgence, aucun indice de l'homme que je pensais avoir épousé. Il a baissé les yeux vers son café à nouveau. Une autre contraction a frappé, plus aiguë, plus longue que la dernière. Mes genoux ont menacé de céder, alors je me suis appuyé contre le mur à côté de la porte. Le froid du revêtement a traversé le tissu humide de mon manteau. Mon esprit cherchait désespérément une explication qui ne soit pas aussi horrible que celle qui prenait forme. Mais la vérité était juste devant moi. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait changé la serrure. Quelqu'un avait décidé que je serais du mauvais côté de cette porte. J'ai frappé une dernière fois. Dorian. Ma voix était à peine audible par-dessus la pluie. C'est ton enfant, ta femme. Comment peux-tu? Ma respiration s'est coupée en pleine phrase. Le son du pêne dormant se mettant en place était plus fort que la pluie, plus fort que les battements de mon cœur. C'était final, délibéré. J'ai reculé d'un pas, mes bottes éclaboussant dans l'eau peu profonde qui s'accumulait sur le seuil. La lumière de l'intérieur se déversait sur le porche, chaude contre la nuit froide, mais elle aurait aussi bien pu être à des kilomètres. J'étais seul, enfermé à l'extérieur de ma propre maison, pendant que mon mari et sa mère étaient assis à l'intérieur. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement tandis que je luttais pour garder l'équilibre, la contraction s'estompant encore. J'ai regardé la fenêtre une dernière fois, mais le rideau avait été tiré. La pluie continuait de tomber, me trempant jusqu'aux os, et tout ce que je pouvais entendre, c'était le clic de cette serrure qui se fermait. Je suis resté là un instant de plus, mon souffle se condensant dans l'air froid, la pluie coulant dans mes yeux, essayant de décider si je devais crier ou m'effondrer. La lumière du porche vacillait faiblement sous l'averse, et je pouvais voir mon propre reflet dans la fenêtre. Les cheveux plaqués sur mes joues, le manteau lourd d'eau, une main agrippant mon ventre alors qu'une autre contraction me parcourait. 8 minutes. Je les avais chronométrées. 8 minutes entre les deux dernières, et celle-ci semblait plus profonde, plus dure, presque méchante. J'ai fait un pas chancelant en avant et j'ai de nouveau frappé à la porte. Dorian, ma voix était rauque, sonnant étrangère à mes propres oreilles. S'il te plaît, ouvre la porte. Je suis en train d'accoucher. Nous devons y aller. Rien. Le seul mouvement derrière les rideaux était une ombre faible passant du canapé à la cuisine. Aucune précipitation vers la porte. Aucun sentiment d'urgence. Juste une vie normale et désinvolte qui se déroulait à l'intérieur, comme si je n'étais pas dehors sous une tempête, suppliant d'entrer. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau, mes doigts raidis par le froid. L'écran était glissant depuis alors que je faisais défiler jusqu'au numéro de Dorian. J'ai appuyé sur appeler et les pressé contre mon oreille. Une sonnerie, directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé. Même résultat. À la troisième tentative, l'appel n'a même pas abouti, juste un message brutal. Ce numéro n'accepte pas les appels. Mon estomac s'est retourné d'une manière qui n'avait rien à voir avec les contractions. À travers le rugissement étouffé de la pluie, j'ai capté le plus faible des sons, une voix étouffée de l'intérieur. Une seconde plus tard, un rire. Pas le genre poli, mais le genre facile et confortable que les gens partagent quand ils se sentent en sécurité et en contrôle. Mes genoux se sont sentis instables. Pendant une seconde, j'ai cru qu'ils allaient complètement céder. L'idée qu'ils puissent rire pendant que j'étais là. Cela a gratté quelque chose de vif dans ma poitrine. Je me suis adossé contre le revêtement, le froid s'infiltrant directement jusqu'à mes os. L'eau gouttée de mes cheveux dans mes yeux, se mélangeant à la chaleur qui menaçait d'en déborder. Je me suis souvenu de la voix calme et factuelle de mon instructrice prénatale pendant les contractions.
Restez détendu. Concentrez-vous sur votre respiration. L'absurdité de ce conseil dans ce moment a failli me faire éclater de rire. Détendez-vous. Dehors dans le froid, enfermé hors de ma propre maison, l'ombre de mon mari visible dans la lumière de la lampe, sa mère juste à côté de lui. Une autre contraction m'a griffé, forçant ma tête à s'incliner alors que j'agrippais le bord de la rampe du porche. Mes respirations venaient par courtes rafales jusqu'à ce qu'elles passent. À l'étage, dans cette chambre de bébé que j'avais construite, le berceau attendait. J'avais choisi chaque pièce délibérément. Des draps doux, le mobile délicat qui jouait une berceuse que je pensais nous apaiserait tous les deux. Je l'imaginais maintenant, vide, pendant que j'étais dehors sous la pluie. La pensée était presque insupportable. J'avais besoin de quelqu'un qui ne me remettrait pas en question, qui ne contournerait pas ma réalité. Mes doigts ont trouvé le numéro de Céline. J'ai appuyé sur appeler avant de pouvoir me raisonner. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Harmonie, ça va? Non, ai-je soufflé. Céline, je suis devant la maison. Ils m'ont enfermé dehors. Ma voix s'est brisée sur le mot « enfermé ». Il n'y a eu aucune pause de sa part. Aucune incrédulité. Très bien, écoute-moi. Tu dois continuer à respirer pendant les contractions. À quel intervalle? 8 minutes, peut-être moins. D'accord, nous avons un peu de temps, mais pas beaucoup. Je reste en ligne avec toi. Peux-tu aller dans un lieu public? Un endroit chaud? Je peux essayer. J'ai commencé à me diriger vers la voiture, le téléphone coincé entre mon oreille et mon épaule. Je ne veux pas encore appeler le 911. Je pense que je peux conduire un peu. Elle n'a pas discuté, mais son ton est resté ferme. Si elle se rapproche, à 5 minutes d'intervalle, tu t'arrêtes et tu appelles. Je suis sérieuse. Maintenant, inspire profondément. Retiens. Expire. J'ai suivi son rythme, me concentrant sur le son de sa voix au lieu de la pluie qui martelait ma capuche. Elle a continué à parler. De petites choses, des souvenirs de notre enfance, même une mauvaise blague sur la façon dont notre mère aurait géré cela avec un rouleau à pâtisserie à la main. Cela m'a arraché un petit rire tremblant, ce qui était mieux que l'alternative. En arrivant à la voiture, j'ai ouvert la portière et je me suis glissé à l'intérieur. L'intérieur sentait faiblement le désodorisant à la vanille que j'avais accroché des semaines auparavant, mais il était déjà atténué par l'humidité de mon manteau. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur, le plaçant dans le porte-gobelet. Céline, je suis là, a-t-elle dit. Tu vas t'en sortir. Tu es plus forte que tu ne le penses. J'ai agrippé le volant, fermant les yeux un instant. Sa voix était comme une corde lancée à quelqu'un en eau profonde. Quelque chose à quoi s'accrocher. Quelque chose qui signifiait que je n'étais pas complètement seul. Un éclair a illuminé le rétroviseur, éclairant la maison dans laquelle je ne pouvais pas entrer. Les fenêtres brillaient d'une lueur chaude, comme j'avais toujours imaginé qu'une maison devrait être une nuit comme celle-ci. Mais cette lumière n'était pas pour moi. Plus maintenant. D'accord, ai-je dit, me redressant sur mon siège. Allons-y, la voix de Céline était stable. Je suis avec toi. Garde-moi juste en ligne. J'ai mis le contact, sachant que je devais partir et les laisser derrière moi. La pluie étalait la lueur des lampadaires en longs rubans de lumière alors que je m'engageais sur la route principale. Chaque bosse sur la chaussée envoyait une secousse dans ma colonne vertébrale, et à chaque contraction, je devais relâcher l'accélérateur juste pour garder le contrôle de la voiture. Les essuie-glaces battaient à un rythme frénétique contre le pare-brise, mais peu importe à quelle vitesse je les mettais, l'eau semblait sans fin. La voix de Céline remplissait le petit espace de la voiture, stable et calme, malgré la tension dans la mienne. Respire avec moi, Arme. Inspire. Retiens. Expire. Nous ne faisons pas ça seuls. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir, resserrant ma prise sur le volant. Elles sont plus proches maintenant, ai-je admis entre deux respirations. 7 minutes, peut-être moins. C'est pourquoi tu dois te concentrer. Ne pense pas à eux en ce moment. Pense à te mettre en sécurité. J'ai essayé, mais l'image de la fenêtre éclairée et de l'immobilité à l'intérieur brûlait derrière mes yeux. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur pour être arrêté net par une autre contraction. Aiguë, saisissante, me laissant le souffle coupé. J'ai ralenti, cherchant du regard quelque chose d'ouvert sur le bord de la route. Puis je l'ai vu.
Un bâtiment trapu avec une enseigne au néon vacillante. Darlaes dîner, ouvert 24 heures. Le parking luisait sous les lampes suspendues. Je suis entré, les pneus éclaboussant dans les flaques, et j'ai klaxonné 2 fois avant de chercher le levier de vitesse. La porte du dîner s'est ouverte en grand et un jeune homme en tablier humide a couru vers moi, se protégeant la tête avec son bras. « Madame, ça va ? Je suis en train d'accoucher, ai-je réussi à dire, ma voix tendue par la douleur. Pouvez-vous appeler le 911 ? Il n'a pas hésité. Tout de suite. Restez juste où vous êtes. Il a sorti un téléphone de sa poche, relayant l'adresse tout en me jetant des coups d'œil comme s'il avait peur que je m'évanouisse. La contraction suivante était si forte qu'elle m'a plié en 2 sur le volant. La voix de Céline est devenue plus vive dans mon oreille. « Harmonie, tu es toujours avec moi. » « Je suis là, ai-je haleté. Mais c'est intense. Ça va aller. Les secours arrivent. En quelques minutes, des gyrophares rouges et bleus ont percé la pluie. 2 ambulanciers se sont approchés, l'un se dirigeant directement vers moi, l'autre ouvrant l'arrière de l'ambulance. « Mettons-vous à l'intérieur au chaud », a dit le premier, m'offrant son bras. J'ai secoué la tête. Pas le temps. Une autre contraction s'est abattue, plus rapide cette fois, me coupant le souffle. Ils ont échangé un regard qui me disait qu'ils comprenaient. « D'accord », a dit le second ambulancier, grimpant à l'arrière. « Nous allons accoucher ici. » Ils ont agi avec une précision de professionnels, étalant des couvertures, me guidant sur le brancard, parlant d'un ton bas et assuré. La tempête battait le toit de l'ambulance, mais à l'intérieur se trouvait une bulle de concentration urgente. 5 poussées plus tard, le cri de ma fille a percé l'air, fin, féroce, vivant. Ils l'ont placé contre ma poitrine, et la chaleur de sa peau contre la mienne a tout effacé. Le froid, la pluie, la douleur dans mon corps. « Vous avez une magnifique petite fille », a dit un ambulancier avec un petit sourire. Je l'ai tenue près de moi, mémorisant son poids minuscule, la façon dont sa main s'est enroulée contre ma clavicule. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est estompé. Des éclairs de lumière à l'extérieur, le ronronnement des pneus sur la chaussée mouillée. Céline, à peine audible depuis mon téléphone qui avait glissé dans un coin du brancard. À la maternité, les infirmières se sont mises en mouvement, vérifiant ses constantes, l'enveloppant dans une couverture chaude, passant en revue leur liste de contrôle pour moi. Un soulagement m'a envahi si rapidement que j'en ai eu la tête qui tournait. Elle était en bonne santé. Nous allions bien toutes les deux. Mais alors que je m'allongeais contre l'oreiller, l'épuisement s'est insinué, accompagné d'autre chose. Un vide douloureux là où Dorian aurait dû être. Ce moment, cette première nuit, aurait dû être des heures ensemble, et il avait choisi de ne pas être là. Une infirmière a ajusté mes couvertures et m'a laissé dans la pièce tamisée, ma fille endormie dans le berceau à côté de moi. Je fermais les yeux quand mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Je l'ai pris, m'attendant à Céline ou peut-être un message de l'hôpital. Au lieu de cela, le nom de Dorian a illuminé l'écran. Pas un appel, un texto. Je suppose que tu es allé chez ta sœur pour faire ta crise. Rentre à la maison quand tu auras fini ton caprice. Les mots ont pénétré lentement comme de l'eau glacée. Crise dramatique. Caprice. Comme si je ne venais pas de mettre au monde son enfant sans lui, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. J'ai fixé l'écran, les battements de mon cœur bruyant dans mes oreilles. Chaque once de soulagement a été remplacé par une chaleur au fond de ma poitrine. Pas le genre frénétique de tout à l'heure, mais quelque chose de plus stable, de plus aigu. J'ai posé le téléphone face contre table, laissant le silence s'installer à nouveau. Mon regard s'est porté sur le bébé endormi à côté de moi. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait, ses lèvres pincées en songe. Ceci, elle était ma famille maintenant, la seule sur qui je pouvais compter. Ma mâchoire s'est crispée. Tout ce qui avait existé entre Dorian et moi avant ce soir avait disparu. J'ai repris le téléphone, j'ai tapoté l'écran et j'ai fait une capture d'écran du message. Puis je l'ai supprimé. Le lendemain matin, j'avais déjà passé mon premier appel à une avocate. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception des doux gazouillis que ma fille faisait dans son sommeil. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, réchauffant le petit espace et projetant des rayures sur la couverture qui recouvrait mes jambes. Je n'avais pas dormi, pas vraiment. Mon esprit avait travaillé toute la nuit, ressassant tout ce qui s'était passé comme une tempête lente et implacable. J'étais assise, adossée dans mon lit,
sirotant le café tiède qu'une infirmière m'avait apporté plus tôt. Son amertume n'avait pas d'importance. C'était quelque chose à tenir, quelque chose pour occuper mes mains pendant que mes pensées déchiraient chaque instant de la nuit précédente. La porte a grincé en s'ouvrant et Céline est entrée, portant un change de vêtements propre et une grande tasse de mon café préféré de l'autre côté de la ville. Elle avait l'air fatiguée, elle aussi. Mais c'était le genre de fatigue qui vient quand on aime quelqu'un à travers sa pire nuit. J'ai pensé que tu aurais besoin de quelque chose de plus fort que le café de l'hôpital, a-t-elle dit en posant la tasse sur le plateau à côté de moi. Tu es une sainte, ai-je dit, réussissant un petit sourire. Elle ne m'a pas pressé tout de suite. Elle s'est assise dans le fauteuil près du berceau et a regardé le bébé endormi, son expression s'adoucissant. Puis, après un long silence, elle a levé les yeux. Tu veux en parler maintenant? J'ai hoché la tête et j'ai attrapé mon sac par terre. Mes doigts ont effleuré quelque chose de dur au fond. Une tablette. La tablette de Dorian. Il avait dû la glisser dans le sac à langer quand nous essayions encore de faire les bagages à la hâte pour l'arrivée du bébé. Il l'utilisait principalement pour ses courriels, ses appels vidéo, la synchronisation de sa musique quand il courait. Je l'ai sorti, sans trop savoir pourquoi. Peut-être que je cherchais quelque chose. Une note de remords. Un message discret qui disait qu'il n'avait pas voulu que les choses aillent aussi loin. Peut-être que je voulais voir son visage sur une photo et me rappeler que l'homme que je pensais avoir épousé existait toujours. Mais ce que j'ai trouvé à la place a tout changé. La tablette n'était pas verrouillée. J'ai ouvert l'application de messagerie et c'était là, une conversation entre Dorian, Vera et une certaine Calista. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai continué à faire défiler, mes mains bougeant mécaniquement tandis que mon cerveau essayait de suivre le rythme. Assure-toi que les serrures sont changées avant qu'elles ne reviennent. C'était de Vera. Déjà programmée avec le type. Elle ne s'en rendra même pas compte avant que ce soit fait. Dorian, je peux passer vers 21h. Dis-moi juste si elle repart. Calista. Il y en avait des dizaines d'autres. Désinvoltes, confiants, comme s'ils faisaient ça depuis des mois. Des textos sur des dîners, des week-ends, des blagues à mes dépens. Le genre de message que les gens envoient quand ils se croient intouchables. Mon souffle s'est coupé quand j'ai cliqué sur le fichier audio. Caméra de la sonnette. La voix de Vera, nette et condescendante. Ne la laisse pas entrer. Elle doit apprendre sa place. Le fichier s'arrêtait là. J'ai fixé l'écran, mes oreilles bourdonnant du poids de ces mots. Ce n'avait pas été une erreur de jugement. Ce n'avait pas été le stress ou la peur ou un moment de panique. C'était planifié, délibéré. Ils avaient tout chronométré pour que Calista puisse passer la nuit chez moi, notre maison, pendant que j'étais hors de portée, en train d'accoucher. Céline est restée silencieuse pendant que j'expliquais, sa mâchoire se crispant à chaque mot. Quand j'ai eu fini, elle n'a rien dit pendant un moment, puis simplement, tu ne restes pas avec lui, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Je ne reste même pas dans la même réalité que lui. C'est alors que j'ai repris mon téléphone et que j'ai appelé Astria Linfort. Elle m'avait été recommandée par une de mes anciennes clientes qui avait traversé un divorce à fort enjeu l'année dernière et en était sortie avec tout ce qu'elle voulait. Si quelqu'un savait comment démanteler une forteresse de mensonges, c'était bien Astria. Sa voix était calme mais vive, efficace. Harmonie, avant tout. Avez-vous accès aux messages textes, aux documents financiers, aux fiches de courriel? J'ai tout, lui ai-je dit. Tablette, enregistrement de la sonnette, même des reçus. Bien. Je veux que vous fassiez des copies, des captures d'écran, des téléchargements, tout ce que vous pouvez. Stockez-les dans un endroit sûr. Cloud, clé USB, peu importe. Je vous enverrai un dossier crypté. Ensuite, ne le confrontez pas, laissez-moi construire ce dossier, d'accord? Pendant que nous parlions, j'ai sorti mon ordinateur portable du coin de la pièce et je me suis connecté au Wi-Fi invité de l'hôpital. Mes doigts volaient sur le clavier. Chaque fichier que je transférais me donnait l'impression d'enlever des couches de peur et de les remplacer par une armure. Une fois que j'aurai les documents, nous parlerons d'ordonnances restrictives d'urgence, de gel des avoirs et de demande de garde provisoire, a dit Astria. Vous avez l'avantage, Harmonie. Vous devez juste agir avec prudence. J'ai jeté un coup d'œil vers le berceau. Ma fille dormait toujours, une petite main recroquevillée contre sa joue. Faisons-le, ai-je dit, et je le pensais. À midi, le dossier crypté était rempli.
Messages, captures d'écran, vidéos, relevés financiers montrant des frais pour des hôtels où je n'avais jamais séjourné et des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Vera avait utilisé les comptes de Dorian comme sa ligne de crédit personnel. Céline était assise en face de moi sur le canapé de l'hôpital, me regardant travailler. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis 1 heure, me tendant juste des mouchoirs quand j'en avais besoin et remplissant mon verre d'eau sans que je le demande. Quand j'ai enfin cliqué sur envoyer pour le dernier téléchargement, je me suis assise et j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Elle a souri, pas largement, mais fièrement. Tu ne t'es pas effondré. Pas cette fois, ai-je dit. J'ai fini de tomber. 3 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté l'hôpital. 3 jours d'allaitement malgré l'épuisement, de chuchotement de berceuse à un bébé qui ne savait pas qu'elle était née au milieu d'une tempête. 3 jours à rester éveillé la nuit, à planifier ma première frappe pendant que Céline dormait dans la chambre d'à accent grave côté, une oreille toujours aux aguets. Et maintenant, alors que le soleil plongeait derrière les arbres et que les dernières lueurs dorées se déversaient sur le tableau de bord, j'étais assise sur le siège passager du VUS de Céline, observant notre ancienne porte d'entrée depuis le bout de la rue. Ma maison, pas la leur, plus maintenant. Céline était assise derrière le volant, une main reposant nonchalamment sur le levier de vitesse, l'autre enroulée autour de la poignée du porte-bébé à côté d'elle. Elle ne m'a pas demandé si j'étais prête. Elle n'en avait pas besoin. Envoie-moi un texto quand tu auras fini, a-t-elle simplement dit. J'ai hoché la tête et je suis sorti dans l'air frais du soir. Astria m'a rejointe au bord de l'allée, les cheveux tirés en un chignon lisse, sa mallette dans une main et une expression déterminée sur le visage. Derrière elle, le serrurier déchargeait déjà ses outils du coffre d'une camionnette blanche banale. « Vous avez les papiers ?» a-t-elle demandé. J'ai sorti l'enveloppe Kraft de la poche de mon manteau et je la lui ai tendue. Signé et notarié. Nous avons marché ensemble le long de l'allée. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, non pas de peur, mais de finalité. Le serrurier s'est agenouillé devant la porte d'entrée et a examiné la serrure actuelle. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques minutes, a-t-il marmonné. Parfait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Au moment où la perceuse a commencé à vrombir, la porte d'entrée s'est légèrement entr'ouverte comme si quelqu'un avait observé par le Judas tout ce temps. Dorian est sorti à moitié, le visage décomposé par l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang ? » Je n'ai pas bronché. « Exactement ce que tu m'as fait, ai-je dit, calme et égal. Changer les serrures. Qu'est-ce que ça fait d'être du mauvais côté ? » Il a regardé par-dessus mon épaule, a vu Astria, puis le serrurier. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. » Correction, a interjeté Astria, la voix froide. C'est votre résidence conjugale, et en vertu de la loi sur la protection d'urgence de l'Oregon, votre femme, ma cliente, a le droit légal de la sécuriser si sa sécurité ou son accès à la propriété partagée a été compromis, ce qui a été le cas. Derrière Dorian, Vera est apparue. Elle portait un de ses peignoirs en soie, l'ourlet traînant sur le plancher en bois comme si elle se croyait la vedette d'un drame démodé. Son expression était un mélange de rage et d'indignation théâtrale. « Espèce de gamine ingrate », a-t-elle sifflé. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je ne suis pas ici pour discuter, les jeux interrompus en m'avançant. Je suis ici pour m'assurer que vous partiez. » J'ai sorti une deuxième enveloppe et la lui ai tendue. Elle l'a déchirée, a lu les premières lignes et son visage a pâli. « C'est ridicule. Tu penses que tu peux me mettre dehors ? » Je ne pense pas, ai-je dit. Je sais. Les relevés financiers que vous avez prélevés sur nos comptes joints, les frais pour des achats de luxe. Les transferts vers des comptes d'épargne privés à votre nom. C'est du vol. Astria a déjà déposé le premier rapport. Tu n'oserais pas, elle oserait, a coupé Astria, et elle l'a fait. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux où nous appelons le shérif. Et je suis sûr que vous adoreriez expliquer tout cela à un juge sous serment. Vera a de nouveau ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Elle a tourné les talons et est rentrée en trombe, son peignoir traînant derrière elle comme un drapeau de reddition. Dorian nous a regardés, la bouche s'agitant silencieusement comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'avait pas encore trouvé le bon mensonge. « Je ne discuterai pas de ça ici », a-t-il finalement dit. « Pas devant des étrangers. »« Je ne suis pas une étrangère », ai-je répondu. « Je suis ta femme. Celle que tu as laissée sous la pluie. Celle qui a accouché sans toi. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, maman a dit. Ne le fais pas,
ai-je dit en levant la main. Ne la blâme pas. Tu savais. Tu as regardé. Il a changé de poids, les mains sur les hanches, le visage crispé. Écoute, pouvons-nous juste parler seuls? J'ai secoué lentement la tête. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. Le serrurier s'est levé et m'a tendu un nouveau jeu de clés. Celles-ci sont à vous, a-t-il dit. Serrure de haute sécurité. Si quelqu'un essaie de forcer l'entrée, elle résistera à tout sauf un bélier. Merci, ai-je dit en les retournant dans ma paume. Elles étaient chaudes de sa main. Leur poids ne semblait pas lourd. Il semblait mérité. À l'intérieur, j'entendais des bruits de pas. Vera à l'étage, sans doute, me maudissant à chaque article qu'elle fourrait dans ses valises de créateur. Bien. Qu'elle fasse ses valises. Qu'elle parte en sachant que pour une fois, elle n'avait pas gagné. J'ai reculé du porche, me tournant vers Astria. Une bataille de gagner, ai-je dit. Elle a souri. Et plusieurs autres à venir. Mais ceci c'était une frappe nette. Alors que nous redescendions le chemin, les phares de la voiture de Céline se sont allumés. Le bébé s'était réveillé, ses petits cris étouffés derrière la vitre. J'ai regardé en arrière une fois. Dorian se tenait sur le seuil, me regardant partir. Pas avec colère, ni même avec regret. Juste du choc. Il ne s'était jamais attendu à ce que je me défende. Pour la première fois depuis des semaines, je savais que cette maison était de nouveau la mienne. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une alerte d'Astria. Le tribunal était confirmé pour mardi. Ce serait une audience préliminaire, mais elle prévoyait de s'en servir pour faire une déclaration retentissante. Le palais de justice se trouvait au centre-ville, niché entre un parking et un vieil immeuble en briques qui abritait autrefois un journal. C'était un matin de semaine vif, le genre où l'air vous mordit les joues, mais le soleil fait semblant d'être encore en été. Je portais un blazer qui ne m'allait plus tout à fait et je tenais l'acte de naissance de ma fille comme un bouclier dans mon sac à main. Céline m'a déposé devant, promettant de rester à proximité avec le bébé au cas où j'aurais besoin de quoi que ce soit. J'ai regardé sa voiture s'éloigner avant de prendre une profonde inspiration et de passer les détecteurs de métaux. Astria attendait déjà dans le couloir, son expression aussi indéchiffrable que d'habitude, bien que ses yeux aient scruté mon visage dès mon approche. Elle m'a tendu un dossier et a fait un signe de tête vers un banc. Repassons ça une dernière fois. Nous nous sommes assises côte à côte, le couloir rempli de l'odeur de cire et de café brûlé. Tout dans cet endroit semblait stérile, professionnel. Mais à l'intérieur de moi, une tempête faisait rage. Le dossier était plein. Relevés financiers, capture d'écran, courriel, enregistrements vocaux, et au centre, le rapport de Mia. Elle avait retracé près de 92 000 $ détournés de nos comptes communs au cours des 15 derniers mois. Voici comment nous allons jouer, a dit Astria. Nous y allons lentement, délibérément. Chaque dollar qu'elle a pris, nous montrons où il est allé. Laissez le juge sentir le poids. Pensez-vous que Vera se présentera même, ai-je demandé. Astria a souri sans chaleur. Elle ne manquerait pas une représentation. Mais je vous promets, aujourd'hui la scène nous appartient. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était plus frais, l'éclairage un peu trop vif. Vera était assise à la table de la défense dans un tailleur beige impeccable, des boucles d'oreilles en perles, et une expression comme si elle venait de goûter quelque chose d'acide. Dorian était assis à côté d'elle, portant un costume qu'il n'avait probablement pas fait nettoyer à sec depuis notre mariage. Il avait l'air fatigué, pas coupable, juste fatigué. Ils ne m'ont pas regardé en entrant. Le juge Raymond était le genre d'homme qui semblait né pour un siège de juge, mâchoire carrée, lunettes basses sur le nez, cheveux gris coupés avec précision. Il a examiné les documents en silence pendant plusieurs minutes avant d'inviter Astria à présenter. Votre honneur, a-t-elle commencé, debout avec assurance, nous sommes ici aujourd'hui non pas pour une requête en divorce, mais pour que le tribunal comprenne le contexte entourant la rupture de la confiance conjugale et la violation des devoirs fiduciaires commises non pas par une, mais par deux parties assises en face de nous. Elle a d'abord appelé Mia. Mia s'est avancée avec la confiance tranquille de quelqu'un qui savait que ses preuves étaient irréfutables. Sa voix était claire et calme alors qu'elle décrivait les comptes qu'elle avait tracés. Comment Vera avait ouvert 2 sociétés écrans sous des noms commerciaux fictifs. Comment les fonds étaient détournés des comptes du ménage Quillen vers ces entités et comment ils étaient utilisés pour payer des dépenses personnelles allant des sacs à main de créateurs aux abonnements à des spas privés. Dorian s'est agité sur son siège.
Astria avançait lentement, pièce par pièce, guidant le tribunal à travers chaque retrait. Cet argent était-il alloué à un but spécifique, a demandé Astria. Oui, a répondu Mia. Selon les notes budgétaires communes, il était destiné à un fonds d'épargne pour les études, à l'épargne familiale et à des projets de rénovation domiciliaire qui n'ont jamais eu lieu. Et où est cet argent maintenant? Disparu. La mâchoire de Vera s'est crispée. J'ai vu ses doigts tressaillir contre sa cuisse. Puis vint la deuxième surprise. Astria a jeté un coup d'œil à ses notes, puis a levé les yeux. Nous aimerions appeler un témoin supplémentaire, Calista Marot. Toutes les têtes dans la salle d'audience se sont tournées. La porte s'est ouverte et Calista est entrée dans une robe et un manteau noir, ses cheveux blonds tirés en un chignon serré. Elle n'a regardé ni moi ni Vera. Elle a gardé les yeux droits devant elle en prenant place à la barre. J'ai eu une liaison avec Dorian Quillen pendant environ 8 mois, a-t-elle dit, sa voix basse mais stable. Pendant ce temps, j'ai reçu des messages textés des encouragements verbaux de sa mère, Vera, qui me disait qu'Harmonie était contrôlante et instable, et qu'il valait mieux pour le bébé que Dorian ait le soutien de quelqu'un d'émotionnellement sain. Des murmures ont parcouru les bancs du public. Vous a-t-elle déjà suggéré d'exclure Harmonie de sa propre maison, a demandé Astria. Calista a hoché lentement la tête. Oui. La nuit où Harmonie a accouché, Vera m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle s'était occupée de tout, que les serrures avaient été changées et que je pouvais passer la nuit sans interruption. Vera a frappé la table de sa main. C'est un mensonge. Le juge Raymond a levé les yeux brusquement. Vous resterez silencieuse à moins qu'on ne s'adresse à vous, Madame Quillen. Calista n'a pas bronché. Je ne savais pas qu'Harmonie était en train d'accoucher. Quand j'ai découvert plus tard ce qui s'était passé, j'ai mis fin à notre relation. Je ne voulais pas faire partie de ça. Astria l'a remerciée et s'est assise. Le silence qui a suivi était dense, épais de tension. Vera était maintenant assise, immobile comme une pierre, les épaules carrées, mais son visage trahissait des fissures. Dorian s'est adossé, fixant ses mains. Il ne m'avait pas regardé une seule fois. Le juge a posé quelques questions de procédure, puis a fermé le dossier. Je vais examiner les déclarations et les témoignages. Pour l'instant, le tribunal accorde la garde exclusive temporaire à Madame Voss et place un gel sur tous les actifs financiers partagés en attendant une enquête complète. D'autres audiences seront programmées. Nous nous sommes levés pour partir, mais je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai regardé Vera. Elle regardait droit devant elle, sans ciller. Si elle pensait pouvoir tout contrôler, elle apprenait trop tard que je n'étais pas la femme qu'elle croyait que j'étais. Dorian a levé les yeux, a croisé mon regard pour la première fois de la journée. Il a ouvert la bouche, peut-être pour s'excuser, peut-être pour s'expliquer. Je m'en fichais. J'ai tourné les talons et je suis sorti avant qu'il ne dise un mot. Dehors, le ciel s'était de nouveau couvert. Astria a glissé le dossier sous son bras et a marché à mes côtés en silence. En sortant des marches du palais de justice, elle s'est tournée vers moi et a dit doucement, « Ça s'est mieux passé que prévu. » J'ai hoché la tête, ajustant la lanière de mon sac à main. « Ce n'est pas encore fini, » ai-je répondu. « Mais maintenant, je sais que nous pouvons gagner. » Je suis rentré à la maison le lendemain après-midi, portant toujours les vêtements que j'avais mis pour le tribunal la veille. Je ne m'étais même pas changé. Après l'audience, j'avais passé la nuit chez Céline, blottie à côté du berceau pendant qu'elle sortait tranquillement des couvertures supplémentaires. Aucune de nous n'avait beaucoup parlé. Il n'y avait pas grand-chose à dire après avoir vu une femme comme Vera s'effondrer en public. Quand je suis entré dans la maison, elle semblait différente. Pas seulement parce que les serrures avaient encore changé, mais à cause du silence. Pas le genre qui pique comme celui que j'avais connu dehors sous la pluie. Celui-ci était paisible. Le bébé était avec Céline pour la journée afin que je puisse me concentrer sur ce qui devait être fait. Je n'avais même pas atteint la cuisine quand mon téléphone a vibré. C'était un courriel de la banque. Urgent, compte joint gelé en attente d'examen juridique. Juste en dessous, un autre, tentative de transaction refusée, ligne de crédit Quillen. J'ai ouvert les messages, les parcourant rapidement. Astria avait agi vite. Le tribunal avait approuvé ma demande de contrôle financier exclusif temporaire. Tout ce qui était commun était gelé. Toutes les cartes, tous les paiements automatiques, tous les fonds partagés. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si tôt. Et c'est ainsi que les répercussions ont commencé.
Dorian a été expulsé de l'hôtel-boutique où il séjournait. Un de ces endroits branchés avec des poutres apparentes et de l'art local dans chaque chambre. Ils ont essayé de faire passer sa carte. Elle a été refusée. Il n'avait pas de solution de rechange. Pendant ce temps, Vera a eu une petite crise de nerfs au milieu d'une épicerie lorsque ses 2 cartes ont été refusées à la caisse. Je n'ai pas eu besoin de le voir de mes propres yeux. Un voisin que je connaissais à peine m'a envoyé la vidéo de sécurité que quelqu'un avait postée sur un groupe Facebook local. Elle était là, debout à la caisse numéro 6 dans un chemisier repassé et des lunettes de soleil surdimensionnées, criant sur un adolescent nommé Tyler que c'était une erreur et que son fils serait furieux. Calista a complètement disparu de la ville. Déménagé en Californie, a dit quelqu'un. N'a laissé aucune adresse de suivi, juste parti. Elle ne voulait aucune part des retombées maintenant que c'était réel, maintenant que cela signifiait des avocats, des citations à comparaître et des titres de journaux possibles. À la fin de la semaine, l'effondrement n'était pas seulement visible, il se propageait. Le bureau d'Astria a appelé ce vendredi-là. Dorian avait enfin répondu au papier du divorce. Nous avons programmé la réunion pour lundi matin. La salle de conférence sentait légèrement l'encre d'imprimante et le désinfectant. Je suis arrivé tôt, je me suis assise au bout de la table polie avec mes notes et des copies du calendrier de garde que je voulais proposer. Je ne me sentais pas nerveuse, juste prête. Quand Dorian est entré, il avait l'air plus petit, pas physiquement, mais comme quelqu'un qui avait été usé de l'intérieur. Ses yeux étaient bouffis, et il tenait son téléphone comme s'il pouvait le sauver de la noyade. Il ne m'a pas salué, s'est juste assis de l'autre côté de la table et a expiré. Astria est entrée ensuite, mallette à la main. Elle a posé les derniers papiers sur la table et en a glissé une copie devant chacun de nous. Ceci inclut la garde légale et physique complète à Harmony, la résidence principale à la propriété sur Greenwood, la restitution financière du montant convenu, et la libération de toute dette commune à l'avenir, a-t-elle dit, tournant les pages comme si c'était une routine, car pour elle, ça l'était. Dorian m'a jeté un regard. « Tu ne veux vraiment même pas me parler ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé d'un air égal. « Parler de quoi ? J'ai fait des erreurs. » Je sais, mais ce n'était jamais censé. « Non, ai-je dit fermement. » Tu as laissé faire. Tu as regardé faire, et tu n'as rien dit. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Il a baissé les yeux sur les papiers, silencieux. Je ne te quitte pas, ai-je ajouté après une pause. Je quitte l'homme que tu as choisi de devenir. Astria a tapoté un stylo contre sa tablette. Si nous sommes prêts à signer. Je n'ai pas attendu Dorian. J'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom proprement au bas de chaque page. Quand j'ai eu fini, j'ai fait glisser les papiers sur la table et je me suis levé. Il n'a pas essayé de m'arrêter. Dehors, l'air avait changé. Les nuages qui avaient menacé de pleuvoir toute la matinée se sont finalement écartés, laissant la lumière de fin d'après-midi se déverser sur le parking en longs faisceaux dorés. Je suis resté sur le trottoir un instant, regardant la façon dont elle illuminait le pare-brise de ma voiture. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Soline. C'est fait. Il n'y avait pas encore de réponse, mais je n'en avais pas besoin. Je savais qu'elle le lirait et sourirait. Je suis monté dans la voiture et j'ai pris une profonde inspiration. Plus de comptes à geler. Plus de papiers à signer. Plus de combat pour une place à une table où je n'étais jamais censé être la bienvenue. Pourtant, une chose restait. L'audience de détermination de la peine de Vera. Elle était prévue pour la semaine suivante. Son équipe juridique avait fait traîner les choses, essayant de gagner du temps, espérant que le tribunal prendrait en compte les déclarations de moralité et son âge. Mais les charges étaient sérieuses. Fraude, vol d'identité, détournement de fonds au nom de quelqu'un d'autre, et nous avions des traces écrites pour tout. Je ne prévoyais pas de parler à l'audience. Je n'en avais pas besoin. Je voulais juste être là pour assister au moment où le marteau tomberait. Je suis arrivé au palais de justice tôt le jour de la sentence, un café à la main, le vent balayant la place comme s'il savait que quelque chose d'important était sur le point de se terminer. J'avais laissé le bébé avec Soline, qui avait promis de la garder près de son cœur toute la matinée. Elle n'a pas besoin d'être dans cette pièce, avait dit fermement ma sœur. Mais toi, si. Le hall principal bourdonnait déjà d'activité. Des gens en costume passaient les contrôles de sécurité. D'autres attendaient devant les salles d'audience avec des dossiers épais et la nervosité inscrite sur leur visage.
J'ai pris place près de la salle d'audience 4C où le nom de Vera Quillen était imprimé en lettres capitales nettes sur la liste du rôle à côté d'un résumé des charges. Fraude, vol d'identité, complot en vue de détournement financier. Il n'était pas écrit grand-mère, belle-mère, ou la femme qui m'a enfermé dehors sous la pluie pendant que j'accouchais. Juste Vera Quillen, accusée. Astria s'est assise à côté de moi quelques minutes plus tard, calme comme toujours, son manteau sombre soigneusement plié sur ses genoux. Elle est là, a-t-elle dit sans me regarder. J'ai hoché la tête une fois, résistant à l'envie de me retourner. Je ne voulais pas la voir avant que le juge ne le fasse. À l'intérieur de la salle d'audience, nous nous sommes assises du côté de l'accusation. Vera était assise en face de nous, l'air encore plus tendu que d'habitude, chemisier en soie grise, blazer sombre, et pas un cheveu de travers. Son avocat lui a chuchoté quelque chose, mais elle n'a pas hoché la tête. Elle regardait juste droit devant elle. Le juge est entré, sa voix basse et graveleuse alors qu'il appelait la salle à l'ordre. Nous sommes ici aujourd'hui pour prononcer la sentence de Madame Vera Quillen suite à son plaidoyer de culpabilité à plusieurs chefs d'accusation de fraude financière, d'usurpation d'identité et de détournement de fonds impliquant à la fois des membres de la famille et des comptes d'entreprises tierces. Mon cœur battait la chamade, même si je n'avais pas peur. Je n'avais pas besoin de cela pour tourner la page, mais j'en avais besoin pour la justice. Le juge a poursuivi, Madame Quillen, votre conduite reflète non seulement un mépris des limites légales, mais une exploitation délibérée de la confiance de votre propre famille. Le tribunal est d'avis que vos actions étaient calculées, à long terme et sans remords. J'ai jeté un coup d'œil à ses mains, parfaitement immobiles, jointes sur ses genoux comme si elle attendait un rendez-vous pour une manucure. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois. Pour ces raisons, a poursuivi le juge, et compte tenu de l'ampleur du préjudice financier documenté, le tribunal vous condamne à 18 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. Une restitution d'un montant de 127 000 $ doit être versée à votre victime principale, Harmony Voss, et à sa fille. Il n'y a pas eu de cri, pas d'éclat, juste cette sentence suspendue dans l'air comme une note froide et finale. Un huissier s'est avancé. Vera s'est levée lentement. Elle n'a pas regardé autour d'elle, n'a pas parlé. Ses yeux sont restés fixés sur le juge jusqu'à ce que les menottes se referment sur ses poignets avec un léger clic. Elle n'a pas résisté, et elle n'a pas regardé en arrière. Dehors, devant le palais de justice, j'ai expiré dans l'air froid, réalisant que mes doigts étaient toujours crispés autour de ma tasse. Le café avait refroidi. Astria se tenait à côté de moi. Vous avez eu ce que vous étiez venu chercher. J'ai eu ce que je méritais, ai-je dit doucement, et ce qu'elle a mérité. La semaine suivante, la vie avait pris un nouveau rythme. Dorian vivait maintenant dans un petit appartement au 2e étage de l'autre côté de la ville. C'était le genre d'appartement que l'on loue dans la vingtaine, pas au milieu de la trentaine. Plancher qui craque, stationnement dans la rue, voisins qui se disputent bruyamment dans l'escalier. Nous restions civils, à peine. Il avait des visites supervisées avec le bébé une fois par semaine, généralement au centre communautaire sous la direction d'un coordinateur familial. Il avait essayé de s'excuser lors d'un de ces échanges. J'étais sous une forte pression, avait-il dit, les yeux baissés, la voix creuse. J'étais en train d'accoucher, avais-je répondu. Pas méchamment, mais sans douceur. Il n'a plus insisté. Les gens du quartier étaient partagés. Certains traversaient la rue quand ils me voyaient arriver, soit par culpabilité d'avoir cru un jour au ragot de Vera, soit par malaise d'avoir assisté à tout cela. D'autres apportaient des plats cuisinés et s'excusaient à voix basse de ne pas être intervenus plus tôt. Je ne leur en voulais à aucun, mais je n'ouvrais pas non plus souvent ma porte. Le samedi, Céline et moi avons emmené le bébé au parc près de la rivière. C'était un de ces rares après-midi de Portland qui donnent l'impression que le printemps pourrait arriver tôt. Ciel dégagé, soleil pâle, et des familles qui promenaient leurs chiens ou poussaient des poussettes. Les canards étaient bruyants et audacieux, se dandinant jusqu'au bord de l'étang où les enfants jetaient des miettes de pain et riaient. Je me suis assise sur un banc avec ma fille sur mes genoux, enveloppée dans une douce couverture jaune. Elle regardait les canards avec de grands yeux, complètement fascinée. Et c'est là que je me suis souvenu de la nuit où j'étais devant notre maison, trempée, tremblante, suppliant. J'ai pensé à la lumière du porche, au son de la serrure, au silence derrière la porte, et j'ai pensé à maintenant. Son corps chaud contre le mien, ses doigts enroulés dans le bord de mon manteau. Je n'avais pas complètement guéri. Je n'étais pas sûr de jamais l'être. Mais je ne vivais plus dans ce moment.
Je ne vivais plus sous leur toit, dans leur ombre, selon leurs règles. Cette partie de mon histoire était terminée. Le bébé a poussé un petit soupir et s'est blotti contre ma poitrine. Quand nous sommes rentrés plus tard dans la soirée, le ciel était devenu rose au coucher du soleil. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré, la chaleur nous enveloppant comme une promesse. J'ai verrouillé la porte derrière moi, cette fois de l'intérieur. Selon mes conditions, avec ma clé. Les serrures avaient changé, mais moi aussi. Et maintenant, personne ne pouvait plus nous mettre dehors. En fin de compte, ce n'était pas seulement une histoire de trahison. C'était une histoire sur la reconquête de son pouvoir quand tout le monde autour de vous essaie de vous l'enlever. Harmonie n'est pas seulement partie. Elle s'est reconstruite brique par brique, avec la vérité et le courage comme fondation. Vous a-t-on déjà fait sentir comme un invité dans votre propre vie? Comme si votre voix n'avait pas d'importance? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies qui touchent en profondeur et nous rappellent à quoi ressemble vraiment la force.